Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je suis Shada Benadlal, conseillère en communication au service des communications stratégiques et du développement durable à la PCHQ. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Charbel Khoury pour vous parler des usages possibles du BIM ainsi que des avantages réels pour vos projets en construction et pour vos équipes sur le terrain comme au bureau. Monsieur Charbel possède plus de 20 ans d'expérience en ingénierie, innovation et gestion de projets dans les secteurs de l'aérospatiale, des télécommunications et du développement économique. Il a rejoint le groupe BIM du Québec en 2021 et depuis, il occupe le poste de directeur de l'initiative québécoise pour la construction 4.0. Cette initiative a pour but d'aider les entreprises de la construction à amorcer leur transformation numérique. Avant de commencer, je vous informe que vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Je vous invite donc à poser vos questions directement dans le chat tout au long de la session. N'hésitez pas à mettre un pouce sur les questions qui vous interpellent pour éviter les répétitions. Nous allons y répondre à la fin de la présentation, soit à partir de 12h45. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire. Monsieur Charbel, je vous laisse la parole. Merci Shada. Bonjour tout le monde. Merci et merci à l'opportunité de présenter ce midi. Donc tel que mentionné, aujourd'hui je vous présente le BIM et la transformation numérique pour une construction efficace. Donc tout d'abord, on va passer à travers l'ordre du jour. Donc en premier, je vous présente les objectifs, suivi d'une mise en contexte, une petite introduction sur le groupe BIM et l'initiative québécoise pour la construction 4.0. Par la suite, nous allons discuter un peu des niveaux de maturité numérique que peut avoir une entreprise. Ensuite, on va parler de l'importance d'une transformation numérique et finalement du BIM. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par les objectifs du webinaire. Donc tout d'abord, nous voulons démystifier le BIM et la transformation numérique. Nous voulons présenter des options concrètes pour les petites entreprises de la construction et finalement proposer une démarche simple pour amorcer le virage numérique. Avant d'aller un peu plus loin, une petite mise en contexte sur le secteur de la construction au Québec. Donc le secteur de la construction au Québec est quand même très présent au niveau de l'industrie, au niveau du nombre d'entreprises. Donc il y a des dizaines de milliers d'entreprises. Plusieurs d'entre elles sont des petites entreprises, moins de 5 employés. Et la majorité, je dirais même les plus grandes, ont des enjeux de main-d'œuvre, de compétitivité, de productivité, etc. Donc nous allons un peu se lancer dans tout cela durant le webinaire. Donc au niveau des défis de l'industrie québécoise de la construction, l'industrie est en croissance, mais en même temps, elle est en retard au niveau de la productivité. Il y a quelques années, il y a eu une étude qui comparait les différents secteurs, les différentes industries d'un point de vue de productivité et de transformation numérique. Et l'industrie de la construction se situait vraiment vers la fin comparé aux autres industries. Donc, il faut vraiment faire quelque chose dans ce secteur. Et au niveau du plan d'action de la construction au Québec, il y a eu cette réalisation-là de pousser vraiment pour un virage numérique pour les entreprises du secteur et pour amener tant le virage numérique, la transformation numérique, que le BIM qu'on va regarder un peu plus loin. Donc, tel que mentionné, je travaille pour le groupe BIM du Québec. Le groupe BIM est un OBNL depuis 2011 et nous avons plusieurs membres, des membres individuels et des partenaires donc industriels. Et nous sommes donc très impliqués au Québec. Nous sommes une communauté très active à l'échelle de la province et nous sommes affiliés au réseau Building Smart. Donc, le groupe BIM est actif à différents niveaux. Nous sommes actifs au niveau de la table multisectorielle BIM PCI qui regroupe les acteurs de l'industrie, donc les associations, donneurs d'ouvrages, etc. Et nous sommes également impliqués avec la feuille de route gouvernementale pour la modélisation des données du bâtiment. Cette feuille de route a pour but de mettre en place une stratégie globale pour l'adoption du BIM dans l'industrie de la construction au Québec et donc pour l'utilisation du BIM dans les projets publics. Donc, ça veut impacter tant les donneurs d'ouvrages publics
que les entreprises qui vont travailler sur ces projets-là. Également, le groupe BIM est impliqué sur l'initiative québécoise pour la construction 4.0, donc dans la partie que le groupe BIM gère dans l'IQC 4.0 jusqu'à aujourd'hui, et ce depuis 2018. Nous avons diagnostiqué pas loin de 500 entreprises, au-delà de 60 donneurs d'ouvrages publics. Nous avons également travaillé sur plus de 130 projets de formation et d'accompagnement d'entreprises et des locomotives numériques qui rassemblent les donneurs d'ouvrages publics et les entreprises autour de projets de construction et où on va cibler des projets d'adoption du BIM ou de transformation numérique dans le cadre de ces projets de construction. Maintenant que la mise en contexte est faite, j'aimerais passer à travers l'échelle de maturité numérique que peut avoir une entreprise. Donc, nous avons ici 6 niveaux de maturité numérique. Le premier, c'est le niveau 0, donc il n'y a absolument rien au niveau du numérique dans l'entreprise. Donc ici, on peut penser à une entreprise qui va fonctionner en mode papier. Donc l'estimation se fait sur un bout de papier. La gestion du chantier se fait peut-être au téléphone, en parlant aux employés, en leur disant où aller, quand, pourquoi faire. Donc tout se fait de façon vraiment très à un niveau de base, sans processus comme tel, sans outils comme tel. Le niveau 1, c'est un niveau artisanal. Donc là, nous avons des processus manuels et ces processus manuels sont soutenus par certains outils. On peut penser à Excel, par exemple. Donc, on peut peut-être utiliser Excel pour une estimation des coûts, pour créer une facture, mais ce n'est pas plus loin que ça. Quand on arrive au niveau 2, là, on commence à intégrer des outils qui font un peu plus de sens. Donc ça, c'est le niveau défini. Et là, nous avons quelques outils qui sont intégrés, sauf que ces outils, pardon, qui sont utilisés, mais ces outils ne sont pas intégrés ensemble comme tels. Donc, on a un logiciel qui s'occupe peut-être du système comptable, donc de la facturation, de l'estimation, etc. On a peut-être un logiciel qui va s'occuper de la gestion du chantier, mais il n'y a rien qui va au-delà de ça. Là, on arrive au niveau 3 et c'est là où nous sommes un peu plus proches du BIM. Donc là, nous avons des processus qui sont vraiment soutenus par des solutions numériques qui sont interconnectées. Des solutions numériques interconnectées, ça veut dire que nous allons pouvoir partager des données entre ces solutions. Donc là, on s'approche du BIM, mais on reste quand même assez limité. Dans un niveau 4, un niveau intégré, donc là, nous avons des outils, des processus qui sont pas mal interconnectés. Et là, on arrive à commencer une certaine collaboration. Donc, on peut facilement partager des données dans une maquette numérique et collaborer donc entre les différents métiers. Par exemple, l'électricien et le plombier vont s'échanger des informations à travers une maquette numérique. Et donc là, on va rassembler les éléments autour d'une même maquette, donc ça va faciliter le travail. Dans un niveau 5, là, on est vraiment dans un niveau très élevé où on parle vraiment d'intelligence. Donc, on a les données au point où ça devient vraiment de l'information et on va utiliser vraiment le BIM très avancé là-dedans avec différents usages de modèles. Maintenant, avant d'aller plus loin, pourquoi est-ce que c'est important de se numériser? Le contexte en 2025 est assez clair. En fait, nous avons tous un téléphone intelligent. Nous utilisons des tablettes dans la vie de tous les jours. Nous sommes pas mal habitués à tout ce qui est numérique dans notre vie personnelle. Nous entendons souvent parler d'intelligence artificielle, ChatGPT ou d'autres outils. Mais qu'est-ce qu'il y en est au travail? Au niveau du chantier, au niveau de notre gestion d'entreprise, nous travaillons quand même avec des êtres humains, donc des clients et des clientes, qui sont habitués à
à tous ces outils-là, ces outils numériques, l'intelligence artificielle et tout. Et donc, ils s'attendent à ce que le contracteur ou l'entreprise en construction avec qui nous voulons travailler, ben, on s'attend à ce qu'ils aient ces outils également euh, et qu'ils ne nous arrivent pas avec un bout de papier, avec une petite estimation écrite à la main. Donc, c'est un peu le contexte d'aujourd'hui. Et aussi, d'un point de vue d'outils, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, qui sont simples à utiliser et qui sont abordables. Évidemment, il y a des outils beaucoup plus complexes, beaucoup plus développés, mais il y a des outils pas mal plus simples qu'on peut utiliser pour des tâches assez spécifiques et qui vont faire en sorte euh, de nous rendre la vie beaucoup plus facile. Maintenant, en adoptant cette transformation numérique, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en termes de gains? Au niveau des bénéfices, on peut chercher un gain en productivité et un gain en temps. Donc, on peut gagner du temps en évitant les papiers, donc en ayant moins de papiers à gérer. Et ça peut aussi limiter ou éliminer certaines erreurs. Et ça peut se traduire également en un meilleur service à la clientèle. Parce que moins d'erreurs commises parce qu'on a les bons outils, ça veut dire qu'on va terminer un projet à temps. Ça veut dire que le client va être satisfait. Ça veut dire aussi qu'on pourra avoir une meilleure communication avec les clients. Et donc, tout ça va amener à une meilleure impression et un meilleur service à la clientèle. Une transformation numérique, c'est quoi au juste? Ça consiste et ça implique des processus, des ressources humaines, une adoption progressive d'outils numériques et un peu plus. Donc, au niveau des processus, c'est très important d'évaluer en fait nos processus. Donc, nos processus opérationnels aujourd'hui, il faut les regarder et il faut se dire, est-ce que ce processus fait du sens? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Si oui, comment? Au niveau des ressources humaines, il faut comprendre qui sont les ressources, donc quels sont les différents rôles que nous avons dans notre entreprise, quel est leur impact dans les processus opérationnels, au niveau d'un projet, par exemple, au niveau de l'estimation, au niveau du système comptable, au niveau de la gestion de chantier, etc. Et là, après ça, ben, en évaluant ces processus, il faut commencer à adopter des outils d'un point de vue itératif. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas un coup de baguette, ce n'est pas de la magie. Il faut y aller vraiment une étape à la fois et de façon progressive, itérative, dans le but de mieux gérer nos opérations pour gagner du temps, éliminer des erreurs, aller chercher une certaine efficacité. En faisant ça, on va passer du papier jusqu'à un outil numérique qui est adapté à nos besoins. Et ce, sans passer par Excel. Si vous êtes déjà sur Excel, tant mieux, c'est déjà mieux que le papier, mais ce serait aussi le moment de délaisser pour aller vers vers une solution plus ou mieux adaptée à vos besoins. Tout ça, quand on parle de transformation numérique, ça reste quand même assez, assez générique. Mais spécifiquement, ce qu'on veut chercher, c'est de combler des besoins de base. J'imagine que parmi vos besoins de base, on peut penser à l'estimation, aux soumissions, à la création de devis, à la facturation, au suivi de facturation, à la gestion de projets, gestion d'équipe, gestion de chantier et des communications avec les clients. Donc, ce sont des besoins qui peuvent être simplement adaptés ou bien ciblés par une transformation numérique. Maintenant, plus en détail, comment s'y prendre? C'est parfait, on s'est dit, on veut se lancer dans une transformation numérique, on veut aller chercher un certain gain en efficacité, mais qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'il faut faire, c'est évaluer le statu quo. Pour évaluer le statu quo, il faut regarder nos outils actuellement en place. Donc, est-ce que nos outils en place pour le moment, c'est le crayon et le papier? Est-ce que c'est Excel? Est-ce que nous avons un logiciel quelconque? Est-ce que nous avons des tablettes qu'on utilise sur le chantier? Donc, quels sont les outils que nous utilisons d'un point de vue numérique pour réaliser nos tâches quotidiennes?
quels sont les processus qui sont en place? Donc, j'ai un système de facturation, mais l'estimation, je la fais sur un bout de papier. Donc, je dois générer ça. En fait, je fais ça dans Excel et après ça, je rentre dans mon système comptable, je recopie les éléments en les tapant sur le clavier, je rentre les montants et je vais générer une facture. Donc ça, c'est le processus. Si c'est ça mon processus, ben, il faut le noter, chaque étape, pour faire avoir un suivi, une suite logique de mon processus. Ensuite, il faut regarder ce processus et identifier les problèmes. Qu'est-ce que je peux améliorer? Où est-ce que j'ai un élément bloquant qui me crée des problèmes? Donc j'arrive à entrer d'un devis papier à générer une facture, mais parfois, je n'ai pas le temps, je fais ça tard le soir, et donc je fais des erreurs, donc la facture, elle est erronée. Et ça, c'est un problème que je viens d'identifier dans mon processus. Donc, c'est vraiment cet exercice-là qu'il faut faire pour tous nos processus opérationnels. Ensuite, il faut prioriser les processus et définir des objectifs spécifiques. Et après ça, identifier l'objectif le plus prioritaire et commencer à évaluer comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Est-ce qu'il faut, pour cet objectif-là, revoir le processus? Est-ce qu'il faut changer complètement le processus? Est-ce qu'il faut changer quelques éléments du processus? Et après ça, on passe à l'action. On identifie donc la solution, on passe à l'action pour améliorer le processus, et après ça, on va chercher un outil qui va nous permettre de mettre en place notre processus, notre façon de faire. C'est très important d'optimiser et d'améliorer le processus avant de passer en mode solution technique, logiciel ou peu importe, parce que si le processus est tout croche, ça va juste amplifier notre solution, va juste amplifier le problème avec un processus qui est erroné ou qui peut créer des problèmes. Donc, c'est très important d'arranger le processus et ensuite de passer à l'étape de l'outil. Ça peut être un outil très simple qui va répondre à un seul besoin au début. Avant d'arriver à ça, c'est aussi important de penser à notre stratégie à long terme. Notre stratégie à long terme nous permet de se dire dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, voici où je me dirige en tant qu'entreprise. Et ça nous donne cette vision et cette visibilité sur qu'est-ce que je veux améliorer, donc en lien avec les objectifs et les priorités que nous avons établis. Et à l'aide de toute cette réflexion, ça nous permet de choisir l'outil, parce que là, l'outil qu'on va choisir, est-ce qu'il a besoin de se connecter à d'autres outils dans le futur? Alors là, ça va nous permettre d'évaluer quel outil peut s'adapter ou avoir un lien de communication avec d'autres solutions dans le futur. Et donc là, ça va nous éviter de se mettre dans un coin où on y va avec un outil qui, dans 1 an ou 2, nous allons réaliser que cet outil ne fonctionne plus parce qu'il ne répond plus à nos besoins qui cadrent dans notre vision globale et stratégie globale. Maintenant que l'outil a été choisi, là, il faut former l'équipe. Donc, des formations sur comment utiliser l'outil, mais aussi sur les nouveaux processus ou le processus amélioré. Ensuite, il faut tester donc sur un petit projet et mesurer les résultats. Donc, est-ce que avec ce nouveau processus et ce nouvel outil, est-ce que nous atteignons des résultats? Est-ce qu'il y a une amélioration que nous remarquons? Donc, est-ce que nous avons éliminé un certain pourcentage d'erreurs, un certain nombre d'erreurs par projet? Est-ce que nous avons réduit le temps de gestion de projet? Est-ce que nous avons pu aller chercher une réduction en termes de coûts sur le projet, etc. Donc, les résultats, ça doit être quelque chose qu'on peut vraiment euh, quantifier. Ensuite, une fois que nous regardons les résultats et que nous pouvons les quantifier, là, on peut évaluer et ajuster aux besoins. On remarque, OK, oui, c'est bien beau, mais on peut encore ajuster cet élément-là dans notre processus. Et donc là, c'est là où ça devient itératif. On revient, on fait cet ajustement-là, on teste, et lorsqu'on est prêt, cette partie-là, elle est terminée. Là, on peut passer à l'objectif suivant. En termes de défis des petites entreprises et des besoins réels, j'imagine que vous manquez de temps
et que vous avez plein de tâches administratives et vous manquez peut-être de temps pour planifier ou superviser certains projets ou certaines activités. J'imagine également qu'il y a certaines difficultés en gestion efficace des projets. Donc, pour mieux communiquer avec les sous-traitants, avec les partenaires, avec l'équipe interne, on peut toujours aller chercher une certaine efficacité de plus dans ces tâches-là. Le suivi des heures et des coûts, dans certains cas, pour certaines entreprises, ça peut être problématique de faire un suivi des heures vraiment juste, précis. Aussi au niveau de la communication et de la relation client. Donc, imaginez, vous êtes dans un projet, vous avez de la difficulté à faire vos suivis au niveau du chantier, de l'avancement, suivi des heures, etc. Et le client ou la cliente veulent avoir une mise à jour sur l'avancement du projet. Si vous n'avez pas l'information, ça va être difficile. Donc là, vous allez donner n'importe quoi comme réponse et ça peut avoir des répercussions au niveau de votre réputation, par exemple. Coordination de chantier, estimation, facturation, les erreurs. Donc, j'ai mentionné, si on est en train de copier manuellement de l'information d'un système à l'autre, ça peut engendrer des erreurs. Les défis de main-d'œuvre, tout le monde en a. On a de la difficulté à attirer de la main-d'œuvre dans tous les secteurs et j'imagine que nous sommes pareils que les autres secteurs. Et une visibilité sur la rentabilité. Donc, maintenant que le projet est terminé et livré, est-ce qu'on est en mesure de savoir quel était le profit exact que nous avons fait sur ce projet? Peut-être ce sont certains des défis que vous avez en ce moment. Et une transformation numérique, une évaluation dans le cadre d'une transformation numérique vous permettra d'évaluer lequel de ces défis, si parmi ces défis-là, s'applique à vous, et ensuite définir comment on peut améliorer ça en ajustant les processus et en regardant des solutions. Maintenant, on peut parler un peu du BIM. Donc le BIM, c'est un acronyme en anglais pour Building Information Modeling. En français, souvent on l'appelle MDB, donc modélisation des données du bâtiment. Et le BIM consiste à avoir une maquette 3D, donc un modèle en 3 dimensions de ce que nous allons bâtir. Et ce modèle contient toutes les informations requises pour la construction. Donc, on parle de dimensions, on parle de propriétés spécifiques des matériaux utilisés, on parle d'éléments qui vont servir de coûts, qui vont servir à l'estimation, on parle d'éléments environnementaux. Donc, il y a toutes sortes d'informations qui vont être intégrées dans, dans cette maquette 3D, dans ce modèle 3D. Et l'autre élément qui est important, c'est la coordination entre les métiers. Donc, puisqu'on va rassembler autour d'une même maquette 3D tous les éléments du bâtiment, ça veut dire qu'on va avoir les éléments de la plomberie, les éléments de la ventilation, les éléments de l'électricité, tous les éléments en fait qui vont rentrer, et donc de tous les professionnels des différents métiers, on oblige cette coordination et ce partage de données dans un endroit centralisé qui est la maquette et donc qui est partagé avec tout le monde. Et ça rend la communication beaucoup plus simple avec tout le monde. Qu'est-ce qui n'est pas le BIM? Le BIM n'est pas une technologie. Souvent, les gens ont tendance à dire « je fais du BIM, j'ai le logiciel ABC ». Ce n'est pas, en fait, vous pouvez avoir un logiciel qui est dans le cadre du BIM, mais ne pas faire du BIM. Donc, le logiciel tout seul, ce n'est pas assez. La technologie tout seul, ce n'est pas assez. Un modèle 3D tout seul, donc on va visualiser le bâtiment, c'est bien beau, ça a l'air intéressant de voir, mais tout seul, ce n'est pas le BIM. Et un fichier d'information tout seul, ce n'est pas le BIM non plus. Donc le BIM, c'est vraiment l'ensemble de tout ça avec une collaboration entre les différents collaborateurs et partenaires d'un même projet. Donc la modélisation, donc le BIM, c'est vraiment la modélisation de l'information. Donc c'est là où on va rassembler l'information en un seul endroit et on va la lier
pour créer une valeur ajoutée. Donc, avec une maquette 3D, on peut visualiser ce que ce bâtiment va avoir l'air. Avec l'information qu'on ajoute là-dedans, là, on peut faire des analyses supplémentaires, on peut faire une simulation supplémentaire. Donc, ça devient un processus, une action de modélisation pour lier toute cette information-là. Et ça nous donne donc cette représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d'une installation. Pourquoi l'information est si importante? Dans tout système, on va commencer avec la donnée. Donc, la donnée va être sauvegardée quelque part. Et pour la sauvegarder, donc ça nous prend une base de données, ça nous prend des logiciels qui vont interagir avec cette donnée pour pouvoir la visualiser et pour pouvoir la partager avec d'autres. En centralisant toute cette approche collaborative en un seul endroit et en s'assurant que la donnée, c'est la bonne donnée, et là, donc avec une bonne qualité de données, là, on a une bonne base pour intégrer tout ça et centraliser le tout en un seul endroit. Une fois donc qu'on a cette donnée à la bonne place, la donnée, elle nous permet de ressortir de l'information. Donc, lorsqu'on va mettre plusieurs données ensemble, ça devient une information. Et cette information, si la donnée, elle est de qualité, cette information, elle va être de qualité. Et cette information de qualité va nous permettre de prendre de meilleures décisions, des décisions efficaces qui vont nous permettre d'arriver à des résultats qui font du sens. Si la donnée, elle est erronée, elle n'est pas de bonne qualité, elle n'est pas bien nettoyée, elle est toute croche. Là, on va avoir un système qui contient de la mauvaise donnée, qui ne va pas se traduire en bonne information. Et là, ça peut donner l'effet contraire. Donc, ça peut faire en sorte qu'on va prendre de mauvaises décisions parce que nous avons la mauvaise information. Et là, ça peut être très dangereux. Et ça rejoint un peu l'importance d'avoir un bon processus avant de se lancer dans une solution numérique. Donc, l'information, elle est quand même la clé. La donnée, elle est la clé de l'information et l'information, elle est la clé de la réussite pour avoir une meilleure communication entre tous les partenaires d'un même projet. Donc, si nous avons la bonne information, on peut mieux planifier les chantiers, on peut améliorer la coordination d'un projet, on peut optimiser l'utilisation des ressources, on peut donc avoir un meilleur séquencement de la construction. Et tout ça, ça va faire en sorte qu'on va être efficace quand on va construire, qu'on va éviter les erreurs. Et donc, si on évite des erreurs dans la construction, on va éviter ou diminuer des travaux de rectification. Et en même temps, vu qu'on a accès à toute cette information, vu que nous avons l'heure juste, nous savons exactement quelle ressource va être à quelle place, à quel endroit, à quel moment. Alors là, on a l'heure juste sur le suivi, sur l'échéancier, sur tout le projet. Et là, ça devient plus clair aussi. On peut clarifier, mieux communiquer avec le client, mais aussi en ayant toutes ces données-là, on peut clarifier plus facilement les exigences du client parce on peut valider avec le client, ben voici l'échéancier, voici ce qu'on fait à ce moment-là, voici ce qui va arriver là, voici ce qui va arriver là. Et en plus, dans le BIM, si on a une maquette 3D, alors là, on peut permettre au client de visualiser le résultat. Et si jamais il y a quelque chose qui a été mal communiqué ou mal comprise entre la demande du client et la planification et la conception du bâtiment, alors là, on peut clairement voir le résultat et identifier les problèmes bien avant la construction. Donc, d'où l'importance d'avoir la bonne donnée qui devient la bonne information qui nous mène à une meilleure communication. Et ça, j'aimerais juste préciser que même si on est un peu dans le cadre du BIM,
dans cette diapo-là, ça s'adapte et ça s'applique également dans n'importe quelle transformation numérique sans nécessairement aller dans le détail du BIM. On va aller chercher beaucoup de gains en productivité et en efficacité en intégrant des processus et des outils numériques, même s'ils ne sont pas directement dans le BIM ou seulement partiellement, même si ça fait qu'on est partiellement dans le BIM, on va quand même aller chercher beaucoup de gains au niveau de l'information et de la communication. J'espère que je ne vous fais pas peur avec cette diapo, mais cette diapo, elle démontre vraiment le BIM et ce que ça représente dans un virage numérique. Quand on va parler de BIM, on va parler de matériaux intelligents, on va parler de capteurs, de senseurs intelligents, d'objets intelligents, de réalité virtuelle, réalité augmentée. On peut parler de drones, de construction automatisée, de robotisation, de technologies portables. Je vous donne quelques exemples. Imaginez, vous êtes sur un chantier et vous avez une tablette, et ça existe là. On n'est pas nous ne sommes pas en 2035, ça existe depuis plusieurs années. Vous avez une tablette dans les mains, vous êtes sur le chantier, il y a des capteurs un peu partout, et donc la tablette, par géolocalisation locale dans le bâtiment, sait exactement à quel point vous êtes dans le bâtiment. Donc vous prenez la tablette, vous regardez, vous pointez vers un mur, et la tablette sait exactement où vous êtes. Donc vous allez voir le mur sur l'écran, mais aussi vous allez voir les plans de ce mur. Donc ce qu'il y a à l'intérieur du mur, on va pouvoir le voir, et c'est là que ça devient de la réalité augmentée. Donc on voit le mur, mais on voit aussi ce qui est derrière ce mur. Donc on est capable d'évaluer, est-ce que ça a été fait, tout est bon, c'est parfait. Donc là, on passe aux choses suivantes. Ça, c'est important, cet exemple-là, pour la gestion des actifs. Donc, après la construction, l'entretien. J'ai déjà vu une présentation où on parlait d'un électricien qui cherchait les fils électriques. Il a fini par faire une cinquantaine de trous dans un mur de 10 par 10 environ, juste pour trouver le fil électrique. Donc, imaginez qu'il y a un modèle et que cet électricien a pris le modèle avec la tablette, avec un balayage du mur, et a pu voir exactement où se trouve le fil sans rien faire. Évidemment, c'est un exemple un peu extrême parce que dans ce cas-là, on parlait d'une construction très ancienne et pour lequel les plans n'étaient pas à jour. Mais ça vous donne quand même une petite idée de ce que ça peut donner. Maintenant, dans un virage numérique un peu moins BIM, évidemment, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut utiliser sur des projets résidentiels, sur des projets de rénovation. Il y a quand même pas mal d'usages de modèles qu'on peut regarder au niveau de petites entreprises, au niveau du résidentiel, au niveau de que ce soit construction ou rénovation. Parlant d'usage de modèles, au niveau du BIM, il y en a beaucoup. Donc, les usages de modèles du BIM, on peut parler de détection de conflits, on peut parler d'estimation de coûts, balayage laser, communication visuelle, logistique de construction, simulation en réalité virtuelle, analyse de l'éclairage, analyse de site, donc toutes sortes d'analyses qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que nous avons une maquette en 3D, on peut rentrer dans la maquette, on peut se promener dans cette maquette, on peut regarder, ça nous permet de faire une détection de conflits bien avant la construction, ce qui veut dire on a les conduits de ventilation qui passent à un endroit où on devrait passer des conduits de plomberie, la plomberie ou des fils électriques. Et là, on réalise dans la maquette que ça ne fonctionne pas. Sans cette détection de conflit, normalement, on s'en va, on arrive sur le chantier, il y a un professionnel qui arrive avant l'autre, il fait son travail,
Le deuxième arrive, il regarde, il est mal pris, il doit bricoler, changer quelque chose sur le coup. La détection de conflit permet d'éviter tout ça en simulant bien avant la construction. Donc ça, c'est l'exemple qui est utilisé souvent pour démontrer les bénéfices du BIM. Mais pour une petite entreprise ou pour le secteur dans un contexte résidentiel ou un contexte en rénovation, ça veut dire quoi, les usages de modèles du BIM? Qu'est-ce qui peut s'appliquer réellement à nous? Là, on peut parler de communication visuelle, de conceptualisation, de simulation en réalité virtuelle. Donc, avant d'aller rénover un espace, on peut le dessiner et avoir un plan 3D qui va permettre cette conceptualisation, cette validation avec le client en simulant de quoi le produit fini aura l'air et de montrer de façon visuelle. Et donc, en validant ça avec le client, ben, ça peut faire dire au client, ah, attendez, je n'aime pas trop ça, je change d'idée, je veux telle ou telle chose à la place. Donc ça, c'est un usage qui peut être intéressant dans un contexte résidentiel ou de rénovation. Estimation de coût aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc si nous avons déjà un accès à une maquette, et là, on veut faire une rénovation. Là, on a déjà les dimensions, on a les mesures, on a les matériaux, les propriétés des matériaux, on a tout. Donc, ça peut être beaucoup plus simple de connecter ça à un système qui a déjà les prix. Et donc, ça peut nous sortir plus facilement les prix du projet, les coûts en fait des matériaux pour le projet. Ça peut nous amener aussi à une meilleure planification de la construction et une meilleure logistique. Donc, concrètement, ça peut ça peut donner place à une meilleure coordination et collaboration entre les différents professionnels. Ça va améliorer donc la planification avant le chantier et ça va réduire des erreurs et ça va éviter certains imprévus lors de la construction. Encore, dans les bénéfices du BIM pour une petite entreprise, ça peut amener donc à moins d'erreurs, comme je viens de mentionner, et donc moins d'erreurs veut dire moins de reprises, et ça veut dire réduction du temps passé sur le chantier, donc gain de temps. Gain de temps veut dire réduction de coûts également. Réduction de coûts veut dire augmentation de la rentabilité sur un projet. Donc, si on a une meilleure planification, une planification plus claire, on peut gagner du temps également en ayant une meilleure coordination entre les différents professionnels. Ça nous donne aussi une meilleure idée de l'avancement du projet, donc on peut avoir un meilleur suivi des projets. Et ça nous amène donc, comme j'ai mentionné, à une meilleure rentabilité. Donc, si on a un meilleur suivi des coûts, des heures travaillées, si on a moins d'oubli au niveau de la facturation, ben, ça peut nous donner une meilleure idée et une amélioration sur la rentabilité. Pourquoi je parle d'oubli dans la facturation? Parce que si nous avons un système qui est déjà en place, qui est déjà attaché à l'avancement du projet et que les factures, selon le contrat, doivent être envoyées à différents jalons dans le projet, ben, ça peut devenir automatique comme envoi de facturation et un rappel des factures envoyées peut se faire automatiquement. Et ensuite, si on a un tableau de bord qui nous montre un peu la performance des projets, mais si on a déjà accès aux coûts, on a accès aux revenus, les factures envoyées, les factures payées, non payées, mais ça nous donne une meilleure idée sur la rentabilité et des performances de projet. Tout ça, ça nous amène aussi à un bénéfice qui est l'amélioration de l'image professionnelle. Donc, il y a une grosse différence lorsqu'un client ou une cliente va recevoir un devis sur un bout de papier ou un devis qui est fait sur Excel versus un devis qui est vraiment proprement soigné, avec un gabarit, avec le logo de l'entreprise, tout est en place et tout est standardisé. Ça donne une meilleure image professionnelle de l'entreprise. Le suivi de paiement automatisé aussi. Imaginez le client qui reçoit par courriel
une première facture, 30 jours plus tard, 15 jours plus tard, peu importe, reçoit un rappel de la facture et vous recevez une alerte lorsque la facture est payée, une alerte lorsque la facture est impayée après un certain délai, etc. Imaginez également si ce même client qui a toujours des questions, qui vous appelle, qui vous envoie des messages textes pour aller chercher certaines informations sur l'avancement du projet, peut à la place se connecter sur un espace client, un portail, et voir en temps réel l'avancement du projet. Donc, juste avec des jalons à très haut niveau, ça peut rassurer certains clients, ça peut aussi vous faire mieux paraître et euh, vous éviter d'avoir à répondre à ces appels et peut-être dans certains cas avoir des clients qui sont moins satisfaits, disons. Donc, ça se reflète aussi en une meilleure communication avec les clients et une meilleure euh, relation. Au niveau des avantages, au niveau du BIM, on parle d'un gain de productivité au chantier de 20 à 28%, une réduction de coûts de 3 à 10%, une diminution de la durée des projets de 7 à 19%, ce qui est quand même assez intéressant, parce que si on a une meilleure planification, donc on va éviter ou minimiser des erreurs, donc on n'aura pas de dépassement en termes de durée de projet. Et tout ça, ça revient à dire que ça amène aussi une baisse des reprises en chantier de 50 à 95%. Cette statistique-là m'a vraiment frappé. 50 à 95%, c'est un projet sur deux. Ça, c'est 50%. 95%, c'est presque chaque projet où il y a des reprises. Donc, on vient diminuer ces montants-là, ces problèmes-là. Cette meilleure planification peut aussi amener à une réduction du gaspillage, une meilleure utilisation des ressources, une optimisation de l'énergie. Et surtout, au niveau du BIM, les gains environnementaux, on va les remarquer au niveau du cycle de vie du bâtiment. Donc, au niveau, lorsque l'actif est opérationnel, donc sur les 20, 25 ans, peu importe, c'est là où on va remarquer ce gain au niveau du bâtiment. Niveau sectoriel, c'est important de penser à la main-d'œuvre. J'ai mentionné au début qu'au niveau de la main-d'œuvre, tous les secteurs ont ce problème-là. On veut les attirer. Pour attirer le talent, pour attirer les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de les attirer en ayant une entreprise technologique que de les attirer seulement avec un outil de travail comme un marteau ou peu importe. Donc, un jeune aujourd'hui qui est habitué aux consoles de jeux vidéo, qui est habitué aux tablettes, aux téléphones intelligents, etc., c'est un peu une seconde nature pour ces jeunes-là de continuer et de travailler avec ces outils-là numériques dans leur travail. Et donc, c'est important pour les attirer d'être aussi au niveau numérique, d'être à jour. Rapidement, certains bénéfices du BIM pour l'industrie québécoise. Donc, il y a des offres, il y a des gains importants en efficacité, 37%, diminution des risques en chantier, réduction de déchets, gaspillage, amélioration des transferts de données de construction vers la gestion des actifs. Donc ça veut dire qu'une fois que le bâtiment est construit, les données à jour de comment le bâtiment a été construit sont transférées pour permettre une meilleure gestion de l'actif, donc un meilleur entretien pour les années à venir. Amélioration de la transparence au niveau de la communication et un grand potentiel, il y a un grand potentiel en fait au niveau de la préfabrication et de l'automatisation de l'industrie de la construction. Maintenant, après avoir écouté tout ça, peut-être que vous vous posez la question, le BIM ou le numérique,
Ce qui est important, c'est d'y aller, un ou l'autre. Il faut évaluer votre réalité. Peut-être dans certains cas, il faut passer au PIM selon où vous êtes rendu dans votre entreprise, selon votre vision des choses, selon le type de projet que vous avez, etc. Et pour d'autres, ce qui fait le plus de sens, c'est vraiment de commencer avec des petits pas numériques. Mais donc, il faut commencer par évaluer votre réalité, vos projets et votre vision à court, moyen et long terme. Quelle est votre stratégie à court, moyen et long terme? Et finalement, après l'évaluation, il faut passer à l'action. Il faut vraiment agir, même si ce sont des petits pas, il faut les faire un après l'autre, mais ensemble, ça va produire de grands résultats. Je crois avoir terminé. Je vous laisse avec mes contacts, donc mon adresse courriel et mon numéro de téléphone si jamais vous avez des questions. Également l'adresse courriel du groupe BIM et finalement l'adresse courriel de construction numérique, pardon, le site web du groupe BIM et le site web de constructionnumérique.ca. Ça, c'est le site de l'initiative québécoise pour la construction 4.0, là où on a fait des diagnostics, entre autres, aux entreprises. Et l'IQC 4.0 est financé par le ministère de l'Économie, donc le MEIE du Québec. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais laisser la place aux questions. Chada, question pour toi. Est-ce que j'arrête le partage d'écran? C'est correct, je peux le garder. Je vais prendre des questions. Très bien. Mais d'abord, merci beaucoup. Merci pour ta présentation. C'était vraiment enrichissant. Et moi, je vais lire quelques questions qui ont été partagées dans le clavardage. Et donc, j'ai une première question qui dit, en pratique, le BIM est utilisé dans quel type de projet et dans quelle envergure de projet? Il y a des coûts reliés à cette maquette 3D. A-t-on analysé à partir de quand l'investissement vaut l'économie de temps? Nous parlons ici des petits et moyens chantiers. Très bonne question. Effectivement, il y a beaucoup d'études qui se font, même pour les grands chantiers, pour essayer de déterminer euh, une façon d'évaluer sur un projet euh, pour déterminer si ça vaut la peine ou pas. Ce qui est important, c'est que si dans votre cas, le projet est de plus petite envergure et vous trouvez que c'est, excusez mon anglicisme, un overkill pour rentrer dans une maquette 3D, euh, il n'y a rien qui vous oblige de le faire. L'important, et j'ai essayé en fait durant la présentation de mettre en phase là-dessus, l'important c'est la donnée. Donc, quel type de données est-ce que vous avez besoin dans vos opérations, dans vos projets? C'est vraiment à vous d'évaluer où vous en êtes dans vos projets pour essayer de déterminer est-ce que la maquette 3D va vous donner une valeur ajoutée. Ce qui veut dire que dans une maquette 3D toute seule, c'est, c'est un bel outil, mais ça ne va pas donner trop en termes de gains. Ce qui est important, c'est vraiment la donnée qui va avec. Et pour intégrer cette donnée dans la maquette, et là, ça prend vraiment tout le monde, tous les métiers, tous les professionnels qui vont ajouter leurs propres données. Donc déjà, en partant, si dans les projets sur lesquels vous travaillez, les professionnels ne sont pas tous embarqués, et là, il faut évaluer, est-ce que si on fait juste une seule partie, il va nous manquer une bonne partie de l'information, est-ce que là, ça vaut la peine ou pas? Je n'ai pas malheureusement de chiffres magiques pour vous dire les projets plus grands de tel montant, ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine. Merci. J'ai une autre question. Avez-vous des outils à suggérer pour les PME? Y a-t-il des mesures d'aide pour le financement et l'adhésion au BIM? En termes de, j'ai manqué la première partie de la question, des outils à suggérer Pour les PME, pour les pour les petites et PME. moyennes entreprises. Oui. Euh, En fait, au groupe BIM, on n'aime pas trop nommer des outils. La raison étant, nous, dans nos diagnostics, nous restons vraiment dans la neutralité, dans l'analyse stratégique des besoins de l'entreprise. Cependant,
Au niveau des subventions, dans l'IQC, il y a des subventions. En fait, il y avait des subventions, mais nous sommes proches de notre limite actuellement, dans la phase actuelle, mais nous essayons de travailler avec le gouvernement pour renouveler la subvention. Le diagnostic, à titre indicatif, le diagnostic était remboursé à 100% par la subvention de l'IQC. Donc, il revenait gratuitement à l'entreprise. Et les projets de formation et d'accompagnement qui permettaient donc de former les ressources internes de l'entreprise et de les accompagner dans une transformation numérique et dans l'intégration d'outils. Ça, il y avait une subvention qui pouvait atteindre 50 000 dollars. Je sais qu'aujourd'hui, le programme ESSOR, si je ne me trompe pas, est réactivé. Donc, ça, c'est un outil de financement que vous pouvez regarder. Au niveau des outils comme tels, les outils numériques, ça dépend vraiment de vos projets, ça dépend de vos besoins. Est-ce que vous cherchez des besoins purement en gestion de projet? Est-ce que vous avez des besoins euh, de solutions ERP parce que vous avez un inventaire à gérer? Est-ce que c'est plus au niveau CRM pour gérer votre clientèle? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus technique au niveau de l'estimation? Il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions en fait. Il y a aussi beaucoup de solutions québécoises, locales. Euh, donc, ça va dépendre vraiment de vos besoins. Et une autre question, existe-t-il des programmes complets francophones, québécois si possible, qui intègrent toutes les étapes de l'appel d'offres à la facturation en passant par la gestion de projet? Un seul système qui intègre tout, je, je doute. Je, je doute que ça existe, sauf que dans la majorité de ces systèmes, il y a des API qui permettent et des EDI qui permettent d'échanger de l'information entre différents logiciels, d'où donc l'importance d'avoir une stratégie globale pour savoir quels outils intégrer pour quels besoins et pour ne pas se limiter lorsque vient le temps d'intégrer certains de ces outils. Donc, c'est important de toujours regarder l'aspect de données partagées. Comment est-ce qu'on peut partager certaines données entre les différents systèmes? Donc, pour exporter des données d'un système et de les importer à un autre. Merci. Euh, Question suivante. Avez-vous déjà travaillé des modèles BIM pour des fabricants d'ossature légère en bois, à savoir des fermes de toit, des murs préfabriqués, etc. Personnellement, non. Mais j'essaie de me rappeler du nom de l'organisme qui est en structure de bois. Je sais qu'ils avaient, il y a quelques années, mis en place une librairie d'objets, si je ne me trompe pas. Et cette librairie-là, on peut l'utiliser dans des modèles BIM, justement pour le préfabriquer, entre autres. Mais je vous dis ça de mémoire. Je vais essayer de faire une petite recherche si je me rappelle du nom. Mais on peut passer à la prochaine question si vous voulez Parfait. pendant que je fais ma petite recherche. La question dit, existe-t-il des maquettes 3D démo qu'on peut visualiser pour avoir une meilleure idée de ce que ça peut représenter? Oui, il y a des viewers, excusez l'anglicisme, qui sont gratuits et pour lesquels on peut donc sans payer de frais de licence, on peut aller télécharger un fichier IFC par exemple, qui nous permet de voir une maquette en 3D et ça peut nous donner une meilleure idée de ce que ça représente. Parfait. Je vais vous poser une dernière question pour qu'on soit dans les temps. Euh, Dans le clavardage, certains de nos participants ont cité
des outils différents qu'ils utilisent comme Zoho Office, comme Revit, Connect, Maestro, Elenco, etc. Donc, j'aimerais vous demander, est-ce que c'est possible de nous dire ces outils, que veulent dire ces outils en termes de niveau de maturité? Et ce serait quoi peut-être la prochaine étape, pardon, concrète à faire de leur côté pour passer au BIM ou à la transformation numérique? Ces outils-là, on peut les utiliser et être dans un niveau 1 ou 2. Ça dépend vraiment comment on les utilise. Euh, et ça dépend comment et avec quoi nous allons les utiliser. Ce qui veut dire que si j'utilise Revit, par exemple, mais je l'utilise seulement pour faire de la modélisation, pour faire une maquette 3D, et je ne mets pas d'informations supplémentaires dedans, je ne le partage pas avec d'autres, ce n'est pas réellement du BIM. Et ça, c'est l'exemple parfait euh, d'utiliser un logiciel qui peut aider dans le BIM, mais de ne pas être et de ne pas faire du BIM. C'est très difficile de répondre à cette question-là parce que ça dépend vraiment de ce n'est pas le logiciel qui va déterminer si on fait du BIM ou pas. C'est vraiment cette, cette collaboration, ce contexte complet avec les partenaires, avec les autres métiers, les autres professionnels sur ce même projet. Donc, ce serait vraiment comment on utilise ces outils et quels sont nos objectifs. C'est Oui, bien ça. effectivement, effectivement. Je veux juste revenir sur la question concernant la structure de bois. Je crois que ce sont les manufacturiers de structures de bois du Québec. Je pense que c'était eux euh, qui avaient fait ce projet euh, pour créer des librairies, mais je ne suis pas certain à 100%, donc peut-être je me trompe. C'est bien noté. Merci beaucoup. Donc, c'est tout pour moi, pour les questions. Un grand merci à vous, Monsieur Charbel. Merci également à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir demain un courriel de suivi avec une copie de cette présentation, ainsi qu'avec l'enregistrement de ce webinaire pour visionnage. Nous vous rappelons aussi que ce webinaire est à titre informatif, donc ça ne constitue pas une formation accréditée. Merci encore. Je vous souhaite un très bon après-midi. Merci Zalda, merci tout le monde. Bonne journée.